Je souhaite aborder la question du TAFTA. Alors si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à cette question, parce que la grande presse en parle très peu, bien qu'il s'agisse d'un sujet d'une extrême importance. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez, j'imagine, déjà exploré un certain nombre de sites consacrés au TAFTA. Donc, je ne vais pas reprendre de manière exhaustive tous les points. Je vais insister sur trois idées qui peuvent nous aider dans ce combat contre le TAFTA. D'abord, il s'agit d'un accord, qu'on appelle le PTCI, le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. D'ailleurs, la traduction française insiste sur l'investissement, ce qui est extrêmement important. Il faut voir qu'il s'agit en fait de la fine fleur du libéralisme. D'autre part, il faut voir que dans ce contexte, à la fois au niveau des négociations et au niveau de l'application qui est prévue de ce traité, eh bien, la démocratie est totalement bafouée. Et enfin, il faut voir que derrière cet accord qui est présenté comme un accord commercial, eh bien, se profilent des objectifs politiques qui sont très inquiétants pour les peuples. Alors, le TAFTA représente quelque part la quintessence du libéralisme. Alors, il faut revenir au XVe siècle et à ces républiques italiennes de Venise et de Gênes, avec l'ascension des marchands qui, à l'époque, s'emparaient du pouvoir politique et économique et, quelque part, entraient dans une logique qui était totalement celle de l'aristocratie. Eh bien, ces républiques maritimes avaient déjà posé les fondements du capitalisme moderne et déjà, à cette époque, eh bien, les traits principaux du TAFTA apparaissaient. Il y avait, entre ces républiques de Venise et de Gênes, des guerres coloniales, car chacune cherchait un monopole. Donc, en fait, quand on met en avant cette notion de concurrence, concurrence libre et non faussée, c'est une expression qui revient régulièrement, eh bien, il faut savoir que dans la réalité des faits, les capitalistes, dès le XVe siècle, souhaitaient obtenir une situation de monopole. D'où les guerres, et d'où cette phrase de Jaurès, en 1914, « Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage ». Et l'actualité de cette phrase est aujourd'hui frappante. Cette recherche insatiable du profit devait amener ce capitalisme italien à migrer vers le nord de l'Europe, essentiellement vers les Pays-Bas et l'Angleterre. Et on a vu apparaître alors, d'une part la Banque d'Amsterdam et d'autre part la Banque d'Angleterre, qui allaient devenir les entités, les concentrés de puissance pour l'époque. Par exemple, au niveau de la Banque d'Angleterre, eh bien, la livre sterling est devenue la monnaie dominante et elle était convertible en or. La City, pendant plus de 150 ans, va dominer le monde grâce à ce système de la livre sterling. La situation n'a guère changé et aujourd'hui, la domination de la City de Londres est toujours, bien sûr, avec Wall Street et New York, est toujours quelque chose d'essentiel. Alors, en fait, il s'agit, et c'est avec le début du XXe siècle qu'est apparu quelque chose de nouveau aux États-Unis, les États-Unis ont articulé cette puissance financière sur une puissance industrielle. Bien sûr, le libéralisme, qui est une idéologie, a besoin d'une doctrine. Et cette doctrine, elle a été produite, elle a été formulée en 1817 par Ricardo. Eh bien, cette loi de Ricardo, qui est la loi des avantages comparatifs, il prend un exemple avec l'Angleterre et le Portugal, avec le vin et le textile. Cette loi des avantages comparatifs est toujours au cœur de l'idéologie libérale qui nous est présentée à propos du TAFTA. L'idée, c'est que la division internationale du travail, pour lequel chaque nation se spécialise là où elle est la meilleure chez elle,
pas la meilleure de manière absolue, mais la meilleure chez elle, eh bien, dès lors qu'une nation va se spécialiser dans une production pour laquelle elle est la meilleure et que des échanges internationaux vont avoir lieu, eh bien, la prospérité est au rendez-vous. Ça, c'est le cœur de l'idéologie libérale. Alors, les travaux de Ricardo de 1817 ont été affinés. On parle aujourd'hui du modèle Escher-Ohlin. En fait, il y a Escher, Ohlin, Samuelson et Stolper qui ont montré que plus l'échange était libre, eh bien, mieux ça va. Et donc, en fait, quand on a une concurrence libre et non faussée, eh bien, tout marche au mieux, la croissance, l'emploi, la prospérité, tout cela va de soi. En réalité, et déjà au XVe siècle, on l'avait noté, ce capitalisme, ce libéralisme débridé aboutit à la guerre. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ce partenariat transatlantique est en réalité une véritable déclaration de guerre. Il faut voir que la démocratie est totalement bafouée. Elle est totalement bafouée puisque, effectivement, dans l'idéologie libérale, l'économie, la science économique, comme ils insistent toujours là-dessus, la science économique est une science exacte, une science dure. Et on ne voit pas pourquoi on perdrait son temps à consulter les peuples sur telle ou telle orientation, dès lors que la politique s'appuie sur une science dure. Alors, dans le cas du TAFTA, il faut voir que la plupart des documents de travail ont été soustraits, disons, au regard des citoyens. Alors, bon, comme toujours dans ce genre de choses, il y a des fuites. Il y a un certain nombre de textes qui sont sortis du tiroir et qui ont été diffusés. Bon, mais néanmoins, si les militants ont pas mal de biscuits grâce à ces fuites, il n'en reste pas moins vrai que le rapport de force n'est pas en la faveur des militants, n'est pas en notre faveur. Le 8 juillet dernier, il y a à peine plus d'un mois, eh bien, le Parlement européen a dit oui au TAFTA. En fait, il a donné le feu vert à la Commission. Même s'il se réserve la possibilité d'opposer un veto, je pense qu'il ne faut pas rêver. La Commission européenne, qui rassemble des experts non élus, cette Commission européenne a la charge de négocier avec les États-Unis. Et les peuples d'Europe ne sont plus du tout concernés par cette affaire. Il faut voir ce qui nous attend. D'abord, l'expression est connue, on va avoir à vivre dans une concurrence libre et non faussée. Alors cette concurrence libre et non faussée va amener, disons, la suppression, l'abolition des barrières tarifaires, c'est-à-dire des droits de douane. Ceci va être dramatique pour nous en France, en ce qui concerne l'agriculture, parce que suivant les idées de Ricardo, qui ne sont pas vraiment nouvelles, eh bien, chaque nation va se spécialiser dans ce qu'elle fait le mieux. Ce que les États-Unis font très bien, c'est l'agro-industrie qui produit une nourriture de très basse qualité, souvent nocive, même très souvent nocive pour la santé, et cette nourriture va bien entendu envahir nos marchés dès lors que nos agriculteurs ne pourront pas alléguer d'un label ou l'alléguer d'une quelconque notion de qualité pour s'opposer à cette concurrence. Donc, va disparaître en France l'agriculture telle que nous la connaissons. Ne survivront que quelques exploitations du genre des fermes des 1000 vaches ou des très vastes étendues plantées en OGM. Mais a priori, toute notre agriculture telle que nous la connaissons, qui représente pour nous une référence culturelle, qui aujourd'hui encore permet de protéger notre qualité de vie, et bien cette agriculture, qui a pourtant été déjà bien attaquée depuis des décennies, cette agriculture est vouée à la disparition pure et simple. Alors, cette concurrence libre et non faussée va aller plus loin. Aux barrières tarifaires, donc aux droits de douane, vont s'ajouter dans cette opération de grand nettoyage les barrières non tarifaires. Et les barrières non tarifaires, ce sont les normes. C'est-à-dire, bon là, c'est toujours la même idée, qu'une volaille bio de Brest deviendra totalement indiscernable d'un poulet un petit peu avarié, malodorant, mais désodorisé au chlore. Les deux produits deviendront indiscernables et on se demande,
vu que les prix vont être bien sûr tirés en conséquence, on se demande qui pourra continuer en France à produire de la qualité. Les normes, ce sont aussi des normes sociales. Un salaire minimum, c'est inadmissible dans la logique libérale. Et donc, dès lors qu'en France, on a un salaire minimum qui est supérieur à celui du Mexique, et bien là encore, c'est une situation qui sera jugée inadmissible. Alors, ça risque de coincer de temps en temps, il va y avoir des conflits. Eh bien, pour résoudre ces conflits, là, il y a l'ISDS. L'ISDS, c'est un tribunal arbitral. Et là, c'est totalement, c'est le mépris total de la démocratie, puisque la justice, le pouvoir judiciaire, les juges qui sont des fonctionnaires, bon, cette justice à laquelle nous sommes accoutumés, répond aux attentes d'un pays démocratique. Le tribunal arbitral, c'est autre chose. Ce sont des juges qui sont en réalité des avocats d'affaires, la plupart du temps, et qui sont choisis par les partis. Le jugement est sans appel et il se déroule à huis clos. Les citoyens n'ont aucune possibilité d'assister au débat de ces juges arbitraux. Ce qui s'est passé, il y a déjà eu des exemples, bien entendu, cette situation ne sera pas totalement nouvelle si le TAFTA l'installe. Eh bien, la plupart du temps, quand une entreprise, une grande entreprise, une transnationale, s'oppose à un État à propos d'une norme, d'une question, par exemple, portant sur l'environnement, les conditions de travail, ou je ne sais trop quoi, eh bien, cette entreprise, en général, gagne. Sauf quand elle s'oppose à un État tel que les États-Unis d'Amérique. Là, effectivement, les États-Unis d'Amérique gagnent en général, mais dans les autres situations, eh bien, ces entreprises transnationales l'emportent sur les États. C'est-à-dire qu'une clique de plutocrates va l'emporter sur une nation qui a choisi démocratiquement de porter au pouvoir un certain nombre de dirigeants. Donc là, on est dans une situation où la démocratie est gravement bafouée. Mais tout cela, en réalité, dissimule des objectifs politiques qui représentent des menaces très lourdes contre les citoyens. Il y a déjà le fait qu'une entreprise puisse gagner sur une nation, c'est quelque part le préambule à l'arrivée du totalitarisme. On peut le voir, c'est le retour au Moyen-Âge. On a de grands aristocrates qui, sous des oripeaux différents, reprennent en main les leviers de commande. Ces grands plutocrates, ces grands oligarques représentent pratiquement inchangés les grandes figures du passé, ces grands aristocrates qui, bien sûr, n'avaient strictement rien à faire de la démocratie. Il faut voir que toutes ces grandes entreprises transnationales travaillent en symbiose. Elles ont une espèce de dialogue à travers la finance mondialisée et informatisée. Alors, quand on parle de données mondialement partagées, il faut voir que nos données personnelles, ce qui constitue notre vie privée, ces données personnelles sont des marchandises comme les autres. Et bien sûr, on peut imaginer que la NSA, les polices privées, vont s'épanouir et que va s'établir une sorte de dictature électronique, ce qui est fort inquiétant. Si nos données privées et confidentielles sont pillées de façon systématique, par contre, ce que ces entreprises appellent leur propriété intellectuelle, leurs brevets, seront défendus avec beaucoup de vigueur. Il faut voir que ces propriétés intellectuelles ont souvent été arrachées par des coups de force. On peut trouver des exemples dans le domaine du logiciel et de manière encore beaucoup plus inquiétante dans le domaine du vivant. Ce brevetage du vivant, c'est un véritable coup de force d'organisations mafieuses qui prévoient d'en faire, on peut l'imaginer, le plus mauvais usage. Le TAFTA, en fait, s'inscrit dans une continuité. Quand on évoque, dans la version française du sigle, un partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, il faut voir qu'en ce qui concerne l'investissement, l'OCDE, qui est une organisation dont on ne parle pas beaucoup non plus, on ne parle pas beaucoup du TAFTA, mais on ne parle pas non plus très souvent de l'OCDE. L'OCDE est une organisation très puissante qui, depuis des décennies, travaille à la mise en place de la liberté de circulation des capitaux. Nos dirigeants
ont courbé l'échine en 1980 et ont laissé cette orientation de l'OCDE prendre le pas sur tout un ensemble de mesures qui auraient été de nature à protéger, par exemple, nos activités. Alors, cette liberté totale des mouvements de capitaux, elle a eu des conséquences récemment. Par exemple, on a le fait que GE reprend Alstom quelque part, prend le pouvoir chez Alstom. On avait une entreprise en France qui était assez florissante, c'était GEM+, c'était l'inventeur de la puce électronique qui avait en France donc des unités de recherche et développement, de la production, et puis il y avait des activités autour de cela. Eh bien, Gemalto, donc une entreprise états-unienne, a pris d'assaut GEM+. La recherche et développement a été transportée aux États-Unis et le créateur, le fondateur de GEM+, a été tout simplement remercié. Alors c'est un exemple, ce sont deux exemples, mais bien entendu on peut s'attendre à ce que via la finance internationale, les États-Unis prennent le pouvoir dans nos organisations, soit pour les démanteler et les faire complètement disparaître, soit pour les dominer et les gouverner suivant leurs souhaits. Ce qui est encore plus préoccupant à travers le TAFTA, c'est la perspective de grignotage de nos services publics. Tout ce qui faisait que nous fonctionnions en France sur des services publics de qualité, avec, bon, bien sûr, des imperfections de fonctionnement, et bien tout cela est voué à la disparition. On peut prendre l'exemple du système éducatif, qui avait déjà été très attaqué par l'OCDE. Nous avions dans le passé un des meilleurs systèmes éducatifs mondiaux, et à force de coups de boutoir, l'OCDE est parvenue à faire baisser la qualité de nos enseignements. Eh bien, avec le TAFTA, ça va être encore beaucoup plus brutal, puisque le fait d'avoir un enseignement public, gratuit, va être considéré comme une barrière non tarifaire pour les universités américaines, qui vont dire, nous nous installons là, nous avons une offre éducative, et vous, éducation nationale, vous avez une offre gratuite. Cette gratuité n'est absolument pas susceptible d'entrer dans le cadre du TAFTA, et donc nous faisons un procès. Et le procès, on peut imaginer quelle en sera l'issue. Eh bien, c'est dire que ce TAFTA, aussi bien au niveau des préparatifs de la négociation que de sa mise en place, malheureusement fort probable, ce TAFTA représente un mépris total de la démocratie et représente, à proprement parler, un acte de guerre économique. Alors, la conclusion, c'est qu'effectivement, nous vivons une période critique de l'histoire humaine. Cette période critique, quelque part, peut être vue comme un retour de la barbarie. On voit que des structures fort anciennes font retour de façon très brutale dans nos sociétés. Et donc, une mission que pourrait s'assigner la France, qui en a les moyens de par sa tradition, c'est justement de mettre en échec ce projet.